Messieurs, bonsoir. Au Touche-à-Tout ce soir, comme première invitée, vous allez la reconnaître, c'est une de mes chroniqueurs régulières de Catara, Karine Soares. Bonsoir, Karine. Bonsoir. Alors, rappelle-moi encore, qu'est-ce que ça veut dire Catara? C-A-T-T-A-R-A. Le comité d'appui aux travailleurs et travailleuses accidentés de la région des Appalaches. Bon. J'aimerais ça, justement, en rapport avec ton organisme, là. On est au mois d'avril, et les jeunes qui sortent, qui vont tomber en vacances là, prochainement, que ce soit au niveau secondaire ou au niveau collégial, il y en a plusieurs qui vont travailler. Oui. Est-ce que c'est une clientèle qui est un peu plus problématique au niveau des accidents de travail? Bien, ce qu'il faut savoir, c'est que de toutes les cohortes, donc de tous les groupes d'âge, le premier mois en emploi, c'est le mois où il y a le plus d'accidents du travail. Si on ajoute à ça aussi le manque d'expérience des jeunes sur le marché du travail, bien, c'est sûr que le risque se retrouve augmenté de beaucoup. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que les jeunes, de façon générale, vont se retrouver, surtout pour les emplois d'été, dans les domaines du commerce de détail, de l'hébergement et de la restauration. Et ça, ce sont des milieux de travail qui sont très problématiques en termes d'accidents de travail. Donc, oui, c'est une clientèle un petit peu plus problématique, pas parce qu'ils commencent une nouvelle job, mais parce qu'ils se retrouvent dans des secteurs problématiques et que, de toute façon, en début d'emploi, les risques sont toujours beaucoup plus élevés. OK. Ouais. Donc, ma question est pertinente. Oui, oui, tout à fait. Est-ce que le fait aussi que, je ne sais pas, est-ce qu'il y a un roulement assez important aussi? Les jeunes, ça ne veut pas dire une année qu'ils vont travailler toujours à la même place l'année suivante? Non, puis il y a une constante aussi qu'on observe au Québec, c'est l'augmentation du nombre de jeunes au travail d'année en année. J'ai sorti une statistique de 2007-2008 parce que c'était vraiment une donnée précise. Il y avait 50 des jeunes de niveau secondaire qui occupaient un emploi en 2007-2008 et 70 des étudiants du collégial. Et cette tendance-là est en constante augmentation. On voit ça aussi, on a vu aussi un véritable bond des jeunes en emploi quand, ça fait quand même plusieurs années, mais que les commerces ont commencé à ouvrir à des plages horaires plus étendues. 7 jours par semaine. Ce sont des plages horaires qui ont été envahies par les jeunes du Québec. Ah, oui, là. oui, oui. Donc, c'est des horaires souvent atypiques. Et c'est des... quand on parle du secteur du commerce de détail, de l'hébergement puis de la restauration, bien sûr que c'est des milieux de travail où il y a un haut taux de roulement. Donc, haut taux de roulement, faible rémunération, hein, quand on dit c'est au salaire minimum. Et il n'y a pas beaucoup de protection sociale non plus. Ce ne sont pas des travailleurs syndiqués. Donc, c'est des milieux aussi où on sait qu'ils sont moins bien outillés en matière de santé et sécurité du travail. Donc, c'est sans surprise qu'il y a énormément de blessures dans ces milieux-là. Et comme les jeunes commencent à travailler en été, bien, il ne faut pas se surprendre, ce sont les mois où on a le plus haut taux d'accidents du travail chez les jeunes. Oui, mais quelle est la nature des accidents? Est-ce que ce sont tous des accidents graves ou si la plupart, ce sont des accidents mineurs, même si ça reste un accident pareil? Bien, ça, c'est intéressant parce que, tu sais, je t'ai amené plein de papiers pour t'expliquer tout ça. Puis, c'est intéressant que tu me poses la question parce que, peu importe la nature des accidents, les jeunes n'ont pas tendance à déclarer leurs accidents de travail, même si c'est un simple incident. Pourquoi? Parce qu'ils pensent parfois que ça fait partie de la job, tu sais. Sauf que crainte de perdre le job, que l'employeur soit pas content après eux autres. Ça peut être aussi une partie du problème. Mais une coupure ou une brûlure, quand on travaille dans un restaurant, parfois, on ne prend même pas le temps d'aviser son employeur. Cette brûlure-là peut s'infecter, peut nécessiter des soins médicaux, des médicaments, etc. Mais ça fait comme partie de la job. Or, c'est pas, en fait, ça devrait être quand même déclaré. Mais on sait que dans la cohorte des jeunes au Québec, là, pour 20 jeunes qui vont être victimes d'un accident de travail, peu importe la nature de l'accident de travail, il y en a un qui va conserver des séquelles permanentes, c'est-à-dire tout le long de sa vie. Ça commence à être important, ça. 1 sur 20, c'est 5 ça, là. Oui.
Mais écoute, moi, j'ai fait le calcul, là, je ne sais pas si tu me permets, là, je vais te donner ça. Alors, au Québec, là, j'ai été sur Statistique Québec, on a environ 435 000 jeunes de 15 à 19 ans. Ils sont sur le marché du travail l'été. Non, ça, c'est l'ensemble de la population du Québec parfait. qui a 15 à 19 ans, 435 000. Là, on a dit tout à l'heure qu'il y avait environ 50 des jeunes au secondaire qui ont un emploi. Alors, si on divise le 435 000 par 2, ça nous donne 217 500 jeunes qui ont un emploi. Donc, si on applique la règle du 1 pour 20, bien, ça nous donne environ 11 000 jeunes par année au Québec qui vont se retrouver avec des séquelles permanentes. Là, ça commence à faire un chiffre impressionnant, ça, là. Bien oui, puis c'est d'autant plus... Quand on dit 1 sur 20, c'est pas pire, mais là, 11 000, 11 000 jeunes au Québec chaque année, par année, oui. Mais moi, ce qui m'inquiète encore plus en faisant ce calcul-là, c'est que à la lecture des données de la CSST, il y a environ 11 000 jeunes par année qui déclarent et dont le dossier à la CSST est accepté. Donc, il ne faut pas oublier non plus que les jeunes ont tendance à sous-déclarer leurs accidents et qu'en moyenne, pour chaque accident de travail, il y en a 2,5 qui ne sont pas déclarés par les jeunes. Pourquoi? Ils ne connaissent pas leurs droits, ils n'ont pas reçu de formation et ils ont peur de perdre leur job. Donc, mais qu'est-ce que tu entends par pas reçu de formation? Bien, c'est qu'au Québec, il n'existe pas de règles spécifiques quant à l'encadrement d'un nouvel employé. Ça n'existe pas. Même si la loi sur la santé et la sécurité du travail au Québec, la LSST, stipule clairement que c'est à l'employeur de prendre les mesures nécessaires là, pour protéger la santé, la sécurité, l'intégrité physique des travailleurs, dans des milieux investis par les jeunes comme la restauration, le commerce de détail et l'hôtellerie, bien, le taux de roulement du personnel décourage très, très souvent les employeurs de prendre leurs responsabilités puis d'investir dans la formation des jeunes. Donc, les formations des jeunes, c'est généralement très bref, sommaire, désorganisé, c'est fait sur le tas. Bon, moi, je ne peux pas me considérer comme étant un jeune, là. Mais quand j'étais jeune, j'ai travaillé, moi, j'ai eu la chance, parce que pour moi, j'ai trouvé que c'était une chance, de travailler dans les mines d'amiante. Et moi, l'employeur, il ne m'a jamais montré comment travailler. Ce sont les gars, parce que j'ai travaillé, moi, dans le moulin, à l'ensachage, là, en empochage, et ce sont les gars, les réguliers, qui nous ont montré comment manipuler une poche de 100 livres sans forcer, sans se blesser. Mais moi, l'employeur, je ne l'ai jamais vu. Non, bien, effectivement. Est-ce que autrement dit, là, aujourd'hui, c'est encore pareil? C'est effectivement le cas encore aujourd'hui, sauf que malgré ta jeunesse, dans le temps, la LSST n'existait probablement pas. mais aujourd'hui, c'est vraiment clair dans la loi. Et oui, ce sont toujours les collègues de travail, généralement, qui vont assurer une formation puis qui vont transmettre les connaissances en matière de santé et sécurité du travail puis les bonnes méthodes de travail. Ce qui fait en sorte que, ni plus ni moins que les employeurs peuvent quasiment être considérés comme des contrevenants à la loi parce que ce sont eux qui devraient assumer ces responsabilités-là et ils ne le font pas. Hein? Et encore une fois, on revient pour dire que les jeunes, bien, ils ne connaissent pas nécessairement leurs droits, leurs responsabilités. Puis dans les autres provinces du Canada, notamment en Ontario, en Saskatchewan et en Colombie-Britannique, la base de la prévention en santé et sécurité, en fait, ils ont un credo qui dit tout simplement « demande une formation ». C'est la base de la prévention. Ah bon? Mais ici, au Québec, malheureusement, ça ne se fait pas. La CSST envoie l'escouade jeunesse dans les compagnies, les entreprises qui en font la demande, mais pour les autres, il n'y a pas vraiment rien qui est fait spécifiquement pour la clientèle jeunesse. Mais toi, Karine, là, puis on en a déjà parlé à plusieurs reprises ici, tu vas dans les écoles, oui. Est-ce que ça vient un petit peu compenser ou pallier au manque ici dans la région? Est-ce que toi, dans les rencontres que tu as avec les jeunes, tu leur fais comprendre qu'ils ont des obligations, ils ont des droits, ils ont des devoirs, ils ont... Enfin... Oui. Ça fait partie de toutes les formations qui sont offertes par Catara. D'ailleurs, j'ai une section qui s'appelle « Vos droits et responsabilités ». Bon. Mais... Je veux dire, on est jeune, on a la pensée magique et c'est un petit peu ce qui me fait toujours rire.
c'est que ça ne leur arrivera pas à eux. Hein. Ça va arriver aux oui, autres. Oui, quand on a 16 ans. Par contre, je veux dire, c'est en prenant, en semant à tout vent qu'on va finir par récolter les fruits de notre travail. Au moins, les jeunes ont une base de connaissances. Ils savent que la CSST, c'est une grosse machine, c'est pas facile. Ils savent que s'ils ont un accident du travail, ils ont une ressource vers laquelle se tourner. Mais il n'en reste pas moins qu'à toutes les semaines, quand je vais dans les écoles, on me dit « Hey, j'ai eu tel accident, mon chum a eu ça. Qu'est-ce que vous avez fait? » Bien là, je ne sais pas, là, il fallait-tu que je fasse quelque chose? Ils ne savent pas quoi faire. OK. Bon. C'est la problématique principale, là. Il nous reste à peine une couple de minutes, là, Karine, mais est-ce qu'il y a des outils qui pourraient être disponibles facilement aux jeunes là, qui nous écoutent ou aux parents des jeunes qui nous écoutent? Bien, c'est sûr que les formations sont disponibles dans toutes les écoles secondaires. Cette année, pour la première année, Catara va rencontrer les jeunes de secondaire 5 des 4 écoles secondaires. Donc, on s'assure y compris le high school, hein? Donc, on s'assure que tous les jeunes auront reçu une formation. Il y a toujours notre guide du jeune travailleur qui est disponible aussi à Catara. Pour chaque jeune qui reçoit la formation, le guide est fourni gratuitement. Puis, on essaie de sensibiliser la population aussi. D'ailleurs, à la fin du mois, donc 28 avril, jour de deuil, puis 1er mai, le jour du travailleur, on aura notre campagne de rubans. Donc, on distribue des cartons avec les rubans et puis vous avez vraiment là tous les services qui sont offerts par Catara. Malheureusement, du côté de la CSST, vu que ça vient de changer, CNE, SST, il y a des ressources en ligne, mais en tout cas, pour y avoir été avec les jeunes, c'est pas user-friendly, comme on dit. Donc, la ressource est là. On n'a qu'à communiquer avec nous, puis on va se faire plaisir d'assurer le support auprès des jeunes et des parents. Mais de toute façon, ils peuvent toujours communiquer à Catara. Oui, on va rappeler juste le numéro de téléphone qui est le 88 338 8787. 87. Avec notre site web catara.org. Catara.org, 2T. Oui, 2T. Oui, travailleurs et travailleuses. Alors, c'est quoi Catara déjà? C'est? Comité d'appui aux travailleurs et travailleuses accidentés de la région des Appalaches. Karine, merci beaucoup. Merci bien. Je vous invite à demeurer des nôtres. L'émission se poursuit dans quelques instants. De retour à l'émission, j'ai le plaisir d'avoir deux invités qui vont nous parler du grand défi Desjardins. Alors, j'ai le plaisir d'avoir le coordonnateur de cette activité, pas culturelle, mais sportive, Louis Pinette, et l'instigateur de ce projet-là, Yves Gilbert. Messieurs, bonsoir. Bonsoir. Je vais commencer par Yves. On appelle ça le grand défi Desjardins, puis tout le monde sait que tu as été jusqu'à tout récemment directeur général de la Caisse Desjardins de la région de Thetford. Tu me disais au tout début, c'est toi qui as eu cette idée-là. J'ai eu cette idée-là, oui puis non. Je l'ai eu, oui, mais ce défi-là a eu lieu l'an dernier dans la région de la Mauricie. Puis il y a une personne de mes connaissances, eux autres, comme c'est une grande aventure, on le fait rien qu'une fois. Parce qu'après ça, on s'épuise, puis on épuise le commanditaire aussi. OK. Donc, on le fait une fois, puis ils m'ont contacté pour me dire, Yves, les caisses de votre région, serais-tu d'accord d'embarquer dans ce beau projet-là? Fait que là, moi, j'ai dit oui, probablement. Fait que j'ai commencé par demander à la caisse voisine, la caisse du Carrefour des Lacs, s'ils étaient après eux autres aussi embarqués avec la caisse de la région de Thetford. Et ça a été un oui parce qu'il y a des frais d'associer à ça. Puis on voulait vraiment là, que y ait les argents qu'on allait ramasser, aillent tout pour les jeunes. OK. Alors là, on va demander à Louis, qui est le coordonnateur, c'est quoi ça, le grand défi Desjardins? Qu'est-ce que ça mange, cette bébite-là? Oui, c'est un gros projet qui occupe beaucoup de temps. En fait, le grand défi Desjardins, c'est 3 choses. D'abord, c'est la promotion des saines habitudes de vie auprès de la population de Thetford. Principalement, on vise les écoles primaires. Et dans un deuxième temps, c'est une levée de fonds pour les écoles primaires pour leur permettre à leur tour soit de maintenir ou de développer des projets sur les saines habitudes de vie dans leurs écoles. On sait qu'ils ont besoin de sous, que le ministère a coupé les subventions à plusieurs niveaux ces dernières années. Et plus ça va, plus c'est difficile. Donc, avec ces sous-là, ça va permettre aux écoles d'avoir des projets pour 2, 3, peut-être 4 ans encore. OK. Et la dernière chose, bien, c'est un défi.
un défi cycliste de 3600 km, partant de Key West, Floride, jusqu'à Thetford Mines. Au palais. Ouais. Vous allez faire ça en combien de jours? Le projet devrait se réaliser sur 11 jours. Et quand? OK. Le grand départ de Key West est prévu pour le 27 mai au matin. Et on devrait arriver à Thetford Mines le 6 juin au centre Mario Gosselin pour 11 h le matin. Oh! Ouais. Hey, ça veut dire, c'est combien? Ça fait dire 10, 11 jours, ça? 11 jours sur la route. Tu as dit 3600, donc c'est un peu plus que 300 km par jour, à peu près en moyenne? Oui. En fait, les cyclistes devraient faire entre 120 et 130 km par jour. La façon dont ça fonctionne, nous, on se déplace de camping en camping et on a, supposons qu'on a 3 équipes. On est 16 cyclistes, on a 3 équipes et chaque équipe a sa part à faire durant la journée. Si on a une distance de 300 km à couvrir, l'équipe A peut faire 100 à 200, l'équipe B fait 200 à 300 et l'équipe C fait 0 à 100, 0 à 100. Chacun 100. Chacun 100 km. Et ça, en même temps. C'est-à-dire que le matin, il y a un groupe qui va partir en vélo. Pendant ce temps-là, les 2 autres équipes partent avec leur VR et s'en vont à leur point de départ et font leur partie indépendamment. Et le soir, on se retrouve au camping suivant et on se prépare pour la journée qui suit. Tu as dit que vous étiez 16. Vous êtes une équipe de 16. On est 16 personnes qui participent au projet, dont 13 cyclistes et 3 conducteurs. On a 3 équipes. Et toi, Yves, tu fais partie là, pas des athlètes, mais des accompagnateurs. Exactement. C'est pour ça qu'on s'est associé à Louis, parce que Louis étant une personne qui ça fait plusieurs années qu'il fait du vélo, donc il est un cycliste, on va dire, dans l'âme, puis il y avait une gang de personnes, et il connaissait vraiment c'était quoi le cyclisme, parce que ça prend il y a eu beaucoup de recherches de fait, là, que ce soit juste par le trajet ou autre, il pourra vous en parler. C'est assez complexe de faire le trajet, c'est pas si simple que ça. Mais toi, qu'est-ce que tu vas faire au jeu? Moi, nous, avec 2 autres participants, on est 3 VR parce qu'il faut les accompagner, parce qu'on voulait minimiser les frais. Donc, on va suivre chaque équipe, chaque VR va suivre son équipe et on va s'occuper de leur donner le soutien, tout ce qu'il y en est, exemple, si le vélo brise, traîner la nourriture. Puis en même temps, le VR, bien, ça va être notre roulotte de camping pour le soir. Oh, hey, c'est une moyenne aventure, ça, pendant 11 jours. Ah ouais, Mais toi, Louis, là, tu fais combien de kilomètres par année, à peu près, en vélo? Moi, personnellement, je roule entre 11 et 12 000 km par année. C'est 1000 km par mois, ça. Puis l'hiver? C'est ça, ça inclut la préparation hivernale. Là. Je peux faire 4 000 km à l'intérieur facilement l'hiver. Bien, oui, alors là, parmi les 13 cyclistes, là, il y en a combien qui sont de la région? Est-ce que c'est tout le monde de la région? C'est tous du monde de la région. Il y en a un qui, présentement, demeure à l'extérieur, mais il vient de la région. C'est un gars d'ici. Puis, son sentiment d'appartenance a fait qu'il n'a pas hésité à se joindre au projet, là, puis pour la région. Mais Yves, il disait là, que vous avez eu tout à structurer. Là. C'est quoi que ça a demandé là, de logistique? Bien, au départ, les trajets. Ça fait drôle à dire, mais on dépendait des campings. Il fallait trouver 10 endroits qui pouvaient nous recevoir parce que 3 VR, il faut qu'il y ait de la place. Puis, il faut que ce soit des distances raisonnables aussi là, dans une journée. Oui. Mais à partir du moment qu'on a trouvé les endroits où se loger à chaque soir, bien là, on détermine quel trajet qu'on prend entre les deux. Et pour ça, on ne peut pas aller sur n'importe quelle route. Il faut prendre des routes, qui sont sécuritaires pour notre groupe. Et puis qui sont intéressantes à rouler en vélo. Okay? Puis, qui vont permettre aux cyclistes de voir un paquet de choses en même temps. Puis, on ne peut pas aller sur des routes comme la 95, la 81, les grosses autoroutes, on oublie ça. Mais il y a tellement de belles routes hautes qu'on peut faire. Alors, moi, c'est surtout ça que j'ai fait là, récemment. Là, tout en essayant aussi d'éviter de passer trop dans des grands centres, dans des grandes villes, en plein centre-ville, qui pourrait être complexe là, pour nous autres à suivre avec les VR. Oui. Mais c'est quoi l'implication de Desjardins? Tu disais que, bon, tu as contacté ta consoeur à Black Lake d'Israélie, la Caisse des Lacs. Là. C'est ça. Mais c'est quoi votre implication, vous autres, Desjardins? Nous, notre objectif, je l'ai dit tout à l'heure, c'est de ramasser un minimum de 72 000 $ pour les écoles de la région.
Si on en ramasse plus, tant mieux. Sauf qu'on ne voulait pas prendre l'argent des dons pour financer le projet. Donc, les caisses de la région... le 11 jours. Bien, c'est ça. Il faut payer les VR, il faut payer les campings, c'est l'essence, c'est les assurances, en tout cas, tout ce qu'il y en est, la nourriture, etc. Donc, c'est un gros montant. Fait que les caisses, ils sont engagés à verser 25 000 au projet, qui est à peu près ça que ça pourrait coûter là, pour faire le projet. Ça va couvrir à peu près l'événement. C'est ça, c'est ça. Okay. Donc, ce qui fait que les gens, tous les dons que les gens vont nous donner, en principe, vont être remis à 100 aux écoles de la région. Puis, on s'était racheté du 72 000, mais on aimerait bien friser le 100 000. Ça serait bien intéressant. OK. Alors là, vous avez un objectif de 72 000, mais de quelle façon vous allez recueillir cet argent-là? Là? C'est quoi qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut parrainer les cyclistes? Dans un premier temps, chaque cycliste avait un mandat, avait une liste de commanditaires, une liste de commerçants ou d'industriels de la région qui devaient solliciter. Donc ça, c'est en marche depuis novembre dernier qu'on a commencé cette chose-là. On est rendu actuellement, en tout cas, à un bon montant. Là. On dépasse les 50, même 70 000 proches. Là. OK? Donc, on devrait, en principe, atteindre nos objectifs, mais c'est sûr que si les gens, qu'il y a des gens qu'on n'a pas sollicités, sont intéressés à donner pour les écoles de la région, bien, il n'y a pas de problème. On était même en mesure de donner des reçus pour faire un impôt. Ah oui? Bon, alors là, les gens qui nous écoutent, y a-t-il une façon de procéder pour donner de l'argent? Parce que là, quand on se rend compte que c'est pour les enfants, c'est toujours plus intéressant. On peut aller directement sur le site du Grand Défi des Jardins Thetford. OK? C'est www.granddefidesjardins.thetford.com. Okay. Ah bon, alors Luc, il va se faire un plaisir de le marquer juste en bas ici. Exactement. On peut aller là, puis ça, sur le site, vous allez voir faire un don, puis ça nous dirige directement sur une page qui est associée au Grand Défi Pierre Lavoie. Parce que nous, comme on n'est pas accrédité pour remettre des reçus de dons de charité, on s'est associé au Défi Pierre Lavoie. Lui, il s'occupe de le faire, sauf qu'il va reverser à nos écoles les montants d'argent qu'on va avoir ramassés. Oui, puis j'imagine qu'un ancien gérant de caisse doit être capable de gérer ça, cet argent-là. On devrait s'organiser. Puis pour ceux qui n'avaient pas d'Internet, bien, ils peuvent m'appeler directement au 418-335-6022. OK, alors 418-335-6022. Fait que comme je ne suis pas souvent à la maison, ils peuvent laisser un message sur mon répondeur avec leur numéro de téléphone, ça va me faire plaisir de les contacter. OK. Quand on parle de la promotion des saines habitudes de vie dans les écoles, Louis, toi, tu as été directeur d'école, alors tu étais bien placé pour le savoir. À quoi va servir le 72 000, là, concrètement? Soit des projets à caractère activité physique ou sur l'alimentation. C'est les deux projets que le Grand Défi Pierre Lavoie accepte quand on présente des projets. Je peux vous donner un exemple. Dans la région, on a des projets que ça fait longtemps qu'ils existent. Les activités de concentration au primaire. Patin, natation, ski de fond, ski alpin. Et ces dernières années, avec les coupures ministérielles, plusieurs écoles remettaient en question, et certaines écoles ont dû couper certaines activités parmi ça. OK. C'est les enfants qui perdent. C'est les enfants qui perdent. Donc, avec ces sous-là, ils vont pouvoir continuer ça et ajouter autre chose. OK. Mais moi, là, j'ai des amis qui sont dans le domaine de l'enseignement, puis ils faisaient marcher les enfants. Ça s'appelait, je pense, Cube d'énergie. Mais ça, c'est pas ça, là. Ouais. Ça, c'est en surplus, là. Ouais. Nous, en fait, la promotion des saines habitudes de vie, pour nous, il faut stimuler des moyens, il faut amener les enfants, les gens de la région à bouger. Le meilleur moyen qu'on a, c'est au mois de mai. C'est demander aux écoles primaires de s'inscrire au concours des Cubes Énergie, dans le cadre du Grand Défi Pierre Lavoie. Et en s'inscrivant au concours, alors tout le mois de mai, les enfants, à toutes les fois qu'ils font 15 minutes d'activité, ça donne un cube. Et tous les cubes sont cumulés à l'intérieur de l'école et ça donne un total à l'école. Alors, pour pouvoir avoir le droit aux 72 000, il faut qu'ils participent et qu'ils soient inscrits. Donc, présentement, toutes les écoles de la commission scolaire sont déjà inscrites. Et quand on parle de la commission scolaire, est-ce que c'est sur le territoire des Appalaches, là? Oui. Il y a 20 écoles primaires, les 20 écoles sont inscrites. La vingtaine d'écoles. Donc, mais il va falloir qu'ils présentent un projet très particulier, si je comprends bien. Oui, bien, pour recevoir la subvention, pour être éligible, effectivement, ils ont des règles à suivre et ils doivent déposer ça au Grand Défi Pierre Lavoie pour, justement, recevoir leur subvention.
Et c'est par cette entremise-là que les argents qu'on va ramasser, le 72 000 et plus, comme dirait Yves. Ouais. Alors, c'est à ça que va servir cet argent-là, mais ça reste chez nous. Là. Effectivement, ça reste chez nous. Moi, c'est pour ça que j'ai adhéré au projet pour nos écoles, connaissant le milieu scolaire, Ben oui, puis connaissant le besoin. Puis, faut vraiment investir dans nos enfants parce que quand on fait le cours primaire, ça reste. Oui. Si on a juste à regarder le principe de la récupération en passant par le primaire, qu'est-ce que ça a fait, hein? Oui. Fait que c'est la même chose pour l'activité physique. Il faut continuer à investir auprès de nos jeunes. Moi, si j'ai une dernière chose. Oui, allons-y rapidement. C'est juste, j'invite les gens, le 6 juin, toutes les écoles primaires vont nous attendre à l'Arena Mario Gosselin. Ouais. Donc, tout le monde peut venir nous voir, les cyclistes arriver à 11 h le matin. Ah ben. Alors, Louis-Yves, je vous souhaite la meilleure des chances, du beau temps, pas trop de vent, pas trop de pluie, et de nous revenir en pleine forme. Vous allez être en pleine forme, peut-être un peu fatigué, mais c'est pas grave. Bien, merci beaucoup. Plaisir. Et vous, chers amis, je vous invite à nous revenir la semaine prochaine.